comment une société bascule-t-elle dans la révolution, hein? Ou pourquoi certains pays ont une protection sociale hyper généreuse et d'autres, juste à côté, presque rien? Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que plus personne ne s'engage dans la vie associative? Ce sont de vraies grandes énigmes. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer le travail d'une penseuse qui a passé sa carrière à essayer de les résoudre. Theda Skocpol. Et voilà, tout est là dans cette simple phrase. C'est vraiment la question qui a été le fil rouge de toutes ces recherches. Des grandes révolutions qui ont secoué le monde jusqu'à la petite association de quartier, Skocpol a toujours voulu comprendre cette espèce de danse, parfois compliquée, entre l'État et la société. Alors, pour saisir sa démarche, on va se pencher sur 3 grandes énigmes qu'elle a attaquées de front. D'abord, on parlera des révolutions. Ensuite, on verra le cas un peu bizarre de l'État-providence américain. Et on finira avec la vie associative aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le travail de Skocpol, il faut savoir qu'il est apparu à un moment où beaucoup de théories, elles oubliaient un peu l'État. On le voyait comme une sorte de simple reflet des luttes sociales. Et elle arrive et dit non, il faut remettre l'État au centre. Pas juste comme un décor, mais comme un acteur à part entière, un acteur puissant. Et donc, le point de départ, c'est sa définition de l'État. Pour elle, ce n'est pas juste une arène où des groupes viennent s'affronter. Non, c'est une véritable organisation, avec ses propres intérêts, ses propres fonctionnaires, sa propre capacité à agir et bien sûr, son pouvoir de contrainte. Et rien que de voir les choses comme ça change absolument tout. On attaque la première grande énigme. Qu'est-ce qui, mais alors vraiment, cause ces immenses révolutions sociales, celles qui retournent complètement une société? La question a l'air simple comme ça. Mais les réponses habituelles du genre « c'est la faute à la misère » ou « c'est grâce aux nouvelles idées », ça ne lui suffisait pas. Pour Skocpol, ses explications étaient incomplètes. Il manquait la pièce maîtresse du puzzle. Alors là, ce tableau, il montre bien la rupture qu'elle opère. En allant comparer dans le détail les révolutions françaises, russes et chinoises, elle a complètement déplacé le projecteur. Au lieu de regarder uniquement les gens qui se révoltent, elle a regardé la solidité de l'État en face. Et elle a découvert que le mécontentement populaire, même immense, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une crise au sommet, des élites qui se déchirent, et très souvent, une pression extérieure, une guerre par exemple, qui vient fragiliser l'État. Et voilà, c'est ça son idée centrale. Pour Skocpol, aucune colère populaire, aussi légitime soit-elle, ne peut aboutir à une révolution si l'État en face est solide et capable de réprimer. La condition sine qua non, le vrai déclencheur, c'est quand l'État lui-même s'effondre, quand son administration est paralysée. C'est seulement à ce moment-là qu'une fenêtre s'ouvre pour un changement radical. Ok, après les révolutions, Skocpol se penche sur une autre énigme, beaucoup plus proche d'elle. Pourquoi les États-Unis semblent si à part, si différents des pays européens, quand on parle de protection sociale? On a tous en tête cette image, ce cliché de l'Amérique, nation d'individualistes forcenés qui ne veulent surtout rien devoir à l'État. C'est le grand récit national. Un récit que Skocpol, elle-même, a qualifié un jour d'absurdité, contre laquelle elle voulait se battre. Et là, attention, c'est sa découverte la plus spectaculaire. En allant fouiller dans les archives, elle a déterré quelque chose que tout le monde avait oublié, un gigantesque système de pension pour les vétérans de la guerre de sécession et leurs familles. On est loin de l'État absent là. Le gouvernement fédéral versait déjà de l'argent à une part énorme de la population. Ce premier État-providence américain était donc totalement unique. Il n'est pas né, comme en Europe, de la pression de la classe ouvrière. Non, il est né d'un système politique très particulier, clientéliste, lié à la guerre, et il ciblait les vétérans et les mères, pas du tout les ouvriers d'usine. Skocpol a montré que les États-Unis n'étaient pas en retard en fait. Ils avaient juste suivi leur propre chemin, un chemin façonné par la structure même de leur État. Allez, on passe à la 3e et dernière énigme qui nous ramène à des questions très actuelles. Le fameux déclin de la participation citoyenne de la vie associative aux États-Unis et ailleurs. Le débat est souvent présenté comme ça. Est-ce que les gens sont juste devenus plus égoïstes? Est-ce qu'ils préfèrent rester chez eux devant Netflix? C'est un peu l'image du fameux Bullying Alone, titre d'un livre de Robert Putnam. Skocpol partageait cette inquiétude, bien sûr, mais elle trouvait l'explication un peu superficielle. Donc la théorie la plus répandue, celle de Putnam, met l'accent sur ce qu'on appelle le capital social, la confiance, les petits réseaux locaux. L'idée, c'est que si les gens ne participent plus, c'est que ce tissu social s'est déchiré. La solution serait donc de recréer du lien au niveau local. Et là, Skocpol arrive avec une analyse complètement différente. Pour elle, le problème, ce n'est pas le joueur de bowling, c'est le bowling lui-même qui a changé. Elle montre que la force de la vie associative américaine, historiquement, c'était d'immenses organisations nationales qui brassaient des gens de toutes les classes sociales.
Aujourd'hui, le leadership de ces assos est devenu un métier, c'est des pros. On ne cherche plus des membres, on cherche des donateurs. On ne copie plus le modèle de la démocratie, on copie celui du marketing. Et le résultat, c'est que les citoyens ordinaires, ils n'ont plus vraiment leur place. On arrive au bout de ce parcours. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce que Scopol nous a laissé, c'est une formidable boîte à outils pour décrypter le monde politique. Elle-même a fini par appeler son approche centrée sur le politique. L'idée, c'est de regarder le système dans son ensemble. La structure de l'État, évidemment, mais aussi la façon dont les partis, les syndicats, les associations s'organisent en réponse à cette structure. C'est cette interaction qui façonne toute la vie politique. Son héritage est vraiment immense. D'abord, elle a remis l'État au centre du jeu. Elle a montré à quel point la méthode comparative est puissante pour sortir des clichés. Elle a aussi mis en lumière un concept clé. Comment les politiques publiques d'hier créent la société d'aujourd'hui. Et surtout, elle a prouvé qu'une recherche exigeante et créative peut vraiment résoudre des énigmes fondamentales sur le monde dans lequel on vit. Et on va se quitter sur cette question qui est vraiment le cœur de son travail. Si les règles du jeu, si les institutions ont un tel poids sur nos vies, sur nos possibilités, alors, pour changer les choses, ça ne suffit peut-être pas de vouloir changer les mentalités. Il faut peut-être, et peut-être même avant tout, s'attaquer aux structures elles-mêmes. Une idée qui donne à réfléchir.